Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire consacrée aux tensions croissantes entre les Britanniques et leurs colonies d'Amérique à la fin du XVIIIe siècle. Avec ce cours, nous commençons notre petite série de 3 vidéos sur l'indépendance des États-Unis. Ensemble, nous allons retracer le fil de ces événements qui ont conduit à la naissance d'une nation. Allez, c'est parti! Les 13 colonies étaient une partie essentielle de l'Empire britannique à la fin du XVIIIe siècle. Ces colonies s'étendent le long de la côte atlantique de l'Amérique du Nord. Les Britanniques voient ces colonies comme des ressources à exploiter, mais les colons commencent à mal supporter cette domination. Malgré leur statut de colonie, ces territoires développent une identité propre. Les colons se réunissent régulièrement pour discuter de leurs droits et de leurs préoccupations. Au XVIIIe siècle, les 13 colonies connaissent une véritable prospérité économique. Les ports de New York et de Boston deviennent des centres névralgiques du commerce transatlantique et de l'industrie. Ces colonies du Nord, avec leur accès privilégié à l'océan Atlantique, exploitent pleinement leurs ressources naturelles et développent des activités économiques variées. La pêche est l'une de ces activités économiques, notamment avec la morue, qui est pêchée dans les eaux froides de l'Atlantique. Ce poisson devient un produit phare, non seulement pour la consommation locale, mais aussi pour l'exportation vers l'Europe et les Caraïbes. Les colons apprennent rapidement à transformer et à conserver le poisson pour le rendre apte au commerce. Parallèlement, le commerce transatlantique se développe de manière exponentielle. Les colonies échangent des produits comme le tabac, le sucre et le riz en provenance des colonies du Sud, contre des produits manufacturés essentiellement britanniques. Ce système commercial contribue à renforcer les liens économiques entre les colonies et leur métropole, mais il crée également un sentiment d'inégalité, car les colons se rendent bien compte qu'une grande partie de la richesse générée est détournée vers l'Angleterre. En plus de la pêche et du commerce, l'industrie textile commence à prendre de l'ampleur dans ces colonies. Des ateliers se mettent en place. Les colons commencent donc à produire des vêtements et des tissus, réduisant ainsi leur dépendance envers les importations britanniques. Ainsi, cette prospérité économique sème les graines d'une aspiration à plus de droits et plus de liberté. Alors que les richesses affluent, les tensions avec la couronne britannique commencent à éclore. Les colonies du Sud adoptent une économie très différente de celle du Nord. Elles sont centrées sur l'agriculture de plantation en utilisant de la main-d'œuvre esclave. Les produits issus de ces plantations sont ensuite exportés vers l'Europe où la demande est élevée. Le tabac, en particulier, devient l'une des principales marchandises d'exportation. La Virginie et le Maryland deviennent des centres de production de tabac. La réalité de l'esclavage est souvent occultée derrière les chiffres de la prospérité. Des millions d'Africains ont été enlevés de leurs terres, forcés de travailler dans des conditions inhumaines et privés de toute liberté. De plus, l'économie des plantations crée une hiérarchie sociale rigide. Les riches planteurs dominent cette société, tandis que la majorité de la population, composée d'esclaves et de paysans pauvres, lutte pour survivre. À mesure que les colonies américaines prospèrent, le gouvernement britannique, lui, cherche à maximiser ses profits en imposant une série de mesures fiscales destinées à soutenir ses ambitions financières et militaires. L'une des taxes les plus controversées est le Stamp Act, adopté en 1765. Cette loi impose que de nombreux documents légaux, tels que les contrats, les actes de propriété, les billets de loterie et même les journaux, soient accompagnés d'un timbre officiel, moyennant une taxe. Cette décision est perçue par les colons comme une imposition injuste. En effet, ils n'ont même pas été consultés lors de l'élaboration de cette loi, ce qui renforce leur sentiment d'aliénation face aux décisions prises par une métropole qu'ils considèrent comme lointaines. Le Stamp Act
représente une rupture dans la relation entre les colonies et la métropole. Alors que jusque-là, les colons avaient précédemment accepté certaines taxes comme le coût d'être sous la protection britannique, cette nouvelle imposition est considérée comme un excès inacceptable. Les colons, qui commencent à revendiquer leurs droits, se sentent frustrés par l'absence de représentation au Parlement britannique. Ainsi, le Stamp Act, loin de simplement augmenter les revenus britanniques, devient le symbole d'une oppression croissante. Les colons commencent à s'organiser dans une dynamique de contestation. Les colons, convaincus que cette taxe du Stamp Act est profondément injuste, se mobilisent massivement pour revendiquer leurs droits. Leur slogan « Pas de taxation sans représentation » résonne dans toutes les colonies, les unissant autour d'un même objectif, obtenir une voix au Parlement britannique. La résistance prend alors plusieurs formes. Des manifestations et des pétitions sont organisées, mais certains groupes comme les Sons of Liberty vont plus loin en menaçant les agents des douanes et en s'engageant dans des actions de désobéissance civile. Des scènes de violence éclatent, particulièrement à Boston. Face à la menace d'un soulèvement généralisé, le gouvernement britannique finit par céder. En 1766, le Stamp Act est abrogé, mais les conséquences de cette loi perdurent. Les colons se sentent renforcés par leur capacité à avoir fait plier la couronne britannique et commencent à envisager une identité commune, tandis que les Britanniques, eux, bien qu'ils aient reculé sur cette question, sont toujours déterminés à maintenir leur contrôle sur les colonies. En 1767, le gouvernement britannique adopte les Townshend Acts, un ensemble de lois fiscales visant à taxer les biens importés dans les colonies, notamment le verre, le papier et le thé. Ces nouvelles taxes sont perçues comme une nouvelle tentative pour exercer un contrôle sur les colons, déjà mécontents des impôts précédents. Les colons réagissent donc rapidement à ces nouvelles impositions. Ils s'organisent pour boycotter les produits britanniques, c'est-à-dire pour refuser de les acheter. Le mouvement de boycott devient un moyen efficace de résistance. Les femmes jouent un rôle particulièrement important dans ces actions, en créant des groupes qui fabriquent les produits locaux pour remplacer les articles britanniques qui étaient importés jusque-là, renforçant ainsi le sentiment d'autonomie et de solidarité. Les manifestations se multiplient, certaines tournant à la confrontation, la résistance s'intensifie et les tensions entre colons et autorités britanniques continuent de croître. La situation atteint un point critique le 5 mars 1770, avec le tristement célèbre massacre de Boston. Ce jour-là, des soldats britanniques, confrontés à une foule de manifestants furieux, ouvrent le feu. Le drame se transforme en tragédie lorsque 5 colons sont tués. Ceux-ci sont considérés comme les premières victimes de l'indépendance américaine. Les colons, horrifiés par le massacre, utilisent la propagande pour galvaniser le soutien à leur cause, faisant des victimes de cette violence de véritables martyrs. Les tensions, déjà fortes, s'intensifient alors encore davantage et la colère contre la couronne britannique grandit. Face à cette pression, la plupart des taxes des Townshend Acts sont finalement abrogées, à l'exception de celle sur le thé. Cette exception ne fait qu'attiser le ressentiment, conduisant à des événements futurs majeurs, tels que la Boston Tea Party, dont nous parlerons dans notre prochaine vidéo consacrée à la guerre d'indépendance. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours sur les premières tensions entre les Britanniques et leurs colonies d'Amérique. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons la lutte pour l'indépendance. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite de cette série.